Chers Ivoiriens de pays nous appellent. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi du Père, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe Éclaireur Pro Vérité, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce 28 septembre 2024. Nous vous disons encore merci d'être là. Et comme vous pouvez le constater, on a été déjà piégé par le temps, ce qui va faire que je vais simplement faire un résumé pour progresser rapidement. Donc, on va déjà rentrer rapidement dans quelques sujets et permettre aussi aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer. Donc, le sujet numéro 1 a pour titre « Incitation au retour des diplômés de la diaspora ». Un forum annoncé à Paris pour présenter les nombreuses opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Dans l'optique d'établir un lien entre les différentes composantes de la diaspora ivoirienne et les entreprises locales, le secteur privé, les collectivités locales et même l'administration publique, le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, en abrégé RIDD, présidé par Steve Essis, initié depuis 2017, les Awards de la diaspora estudiantine ivoirienne, ADESTIV, cheville ouvrière de cette initiative et grand acteur de la promotion de la diaspora ivoirienne en Europe. Steve Essis a également fait savoir que ADESTIV, devenu cette année les rencontres ADESTIV, constitue une occasion de connecter la diaspora aux multiples opportunités dont regorge la Côte d'Ivoire, leur pays d'origine. Et donc, je serai obligé de m'arrêter là. On a été déjà piégé par le temps, vu que quand le direct est coupé, ça force tout mon programme et on ne pourra pas plus prendre le risque. Donc, je vais directement commenter. Pour dire que c'est très important, il faut tenir compte de la diaspora. Et surtout, lorsque moi je parle de la diaspora, je ne vois pas forcément ceux qui ont quitté la Côte d'Ivoire et qui sont venus s'établir à l'extérieur. Mais je vois plutôt les enfants de ces personnes-là. Pour moi, c'est elles qui construiront l'Afrique de demain. Parce que l'environnement dans lequel ces personnes sont nées et ont vécu en dehors de l'Afrique, c'est un environnement quand même qui a ses réalités, mais qui a un avantage, c'est que l'homme y est formé. On peut tout dire de l'Occident, mais l'Occident a une particularité, c'est que quand tu te mets au travail, tu finis par voir le résultat. Et aussi, en Occident, les gens sont formatés dans une certaine mesure à soit à s'adapter dans la société ou bien à échouer dans la société. Alors que chez nous en Afrique, c'est l'opportunité même qui manque. C'est-à-dire que tu peux être intelligent, mais ne jamais avoir l'opportunité. Et cette grande différence-là fait que ceux qui s'y mettent réellement deviennent des personnes qui se font distinguer. Et donc, pour moi, je dis bien pour moi, c'est relatif parce que ce n'est qu'une partie ce n'est qu'une seule perspective de vision. Si nous arrivons à faciliter la transition entre nous et des enfants ivoiriens nés dans la diaspora, demain, ils auront plus le courage de retourner vers le pays natal. Et surtout, si on crée les conditions, ce n'est pourtant pas difficile. Il faut seulement mettre les uns les autres en confiance. Parce qu'un homme recherche toujours un environnement où il a de la stabilité et où il peut mener des projets sur le long terme. D'abord, il faut forcément la paix. Il faut la justice. Ces deux éléments-là sont tellement importants. Quand on est en Occident, on finit par s'habituer à ces facteurs-là.
à telle enseigne que on trouve que c'est des minimums à demander dans la vie. Alors que dans nos pays africains, surtout en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas dire à un enfant qui est né à la diaspora, qui a eu des grands diplômes, d'aller et puis de chercher à corrompre quelqu'un ou à faire plaisir à quelqu'un avant d'avoir un poste. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que ce n'est pas comme ça qu'ils ont été élevés. Eux n'ont pas été élevés à faire la courbette. Eux n'ont pas été élevés à jouer les faire valoir parce que c'est leur environnement qui les a élevés comme ça. C'est vrai qu'une chose est de dire qu'il faut faire retourner les enfants ou bien ceux qui sont diplômés. Mais quand tu regardes l'environnement même, ça ne donne pas conscience. Pour beaucoup qui sont nés ou qui sont venus, ils ont souvent la double nationalité, souvent par circonstances de vie, ou même souvent même un enfant qui naît dans la diaspora ne choisit pas sa nationalité. Au lieu que cela soit un plus, nos États, en particulier la Côte d'Ivoire, n'exploitent pas cela. Et pourquoi je dis cela? Est-ce que c'est normal qu'il y ait un visa pour un Ivoirien qui s'est établi à l'extérieur et qui a eu des enfants à l'extérieur? Et demain, là, forcément, un Ivoirien qui va s'établir aux États-Unis, en France, ou bien en Suède, ou bien, par exemple, n'importe où, et dans un pays qu'on appelle les pays développés, dans 90% des cas, si la personne n'a pas échoué, la personne est un avantage pour son pays d'origine. Et ses enfants sont un avantage pour son pays d'origine. Quand on dit à ces personnes-là, il faut un visa. Mais ça freine aussi la dynamique du retour. Parce que demain, comment voudriez-vous que ces personnes-là arrivent à convaincre leurs enfants? Mais il faut prendre un visa chaque année, tu peux renouveler ton visa, mais il faut aller aider ce pays-là. Alors que c'est le pays de tes parents. Ou bien même un Ivoirien qui a des bons diplômes, on lui dit non, bon, comme tu avais pris l'autre nationalité là, il faut abandonner, et puis maintenant tu es Ivoirien. Ou bien, soit tu restes ce que tu es, mais tu n'es plus Ivoirien. Voyez-vous un peu, il y a un vide et un imbroglio. Aujourd'hui, là, nos États, nos pays ne sont pas et n'ont pas les capacités de se donner ce luxe-là. Un Ivoirien qui est né, qui est venu étudier et qui a réussi là, s'il veut retourner là, même si ce diplôme chinois est là, prenons-le comme un Ivoirien pour bénéficier de lui. On a vu ici les États-Unis, après la guerre, prendre les nazis, après le traité de Nuremberg, signer un deal avec eux pour leur dire venez ici et puis vous allez travailler en clando. La peine de prison ou même la peine de mort, on va communier ça en échange de votre expertise, de votre intelligence. Nous, au lieu de chercher à profiter de l'intelligence de notre diaspora, quand moi j'appelle diaspora, peut-être que ma définition n'est pas comme pour tout le monde. Moi, ce sont les enfants de ceux qui sont venus à l'aventure que moi j'appelle la diaspora. Parce que nous, on est partagé en deux mondes. Ce sont les circonstances de la vie qui font qu'il y a beaucoup qui prennent peut-être la nationalité XY. Mais en réalité, qu'est-ce que cela change dans la vie de cette personne? À part que ça lui facilite le voyage. C'est tout. Donc celui-là, si on peut lui permettre, même de façon spéciale, on dit, bon voilà, comme tu es déjà ivoirien, bon vous, de façon spéciale, vous avez un visa de 20 ans. Vous avez un visa de 20 ans. Mais imaginez-vous si les Ivoiriens établis dans la diaspora peuvent faire des va-et-vient. Mais imaginez-vous la facilité du voyage, la confiance que cela va établir et les investissements que les uns et les autres peuvent faire à chaque voyage. Imaginez maintenant si on facilitait la route du retour à leurs enfants. Ce serait encore la chose la plus intéressante. Mais malheureusement, nos dirigeants ne réfléchissent pas forcément à ces questions-là. Et ils n'éclaircissent pas aussi ces réalités. Ça fait qu'il y a beaucoup qui se disent, mais finalement, est-ce que ça vaut la peine un pays où on me paye déjà en euros, où on me paye en livres sterling, ou bien en dollars américains, où il y a la stabilité, où je sais que j'ai une bonne perspective de vie, et je ne serai pas là à faire plaisir à quelqu'un pour exercer mon intelligence. Mais finalement, le choix, il est vite fait. Je ne veux pas aller me mettre dans ce bourbier. Voilà. L'initiative, elle est bonne, mais c'est l'environnement qui n'est pas bon. Parce que l'environnement n'est pas clair et l'environnement n'est pas sain. Je parle de notre pays, la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, quand on regarde le comportement des hommes politiques, surtout même ceux qui s'estiment aujourd'hui de l'opposition,
ça ne donne vraiment pas courage. Parce que quitter un pays comme les États-Unis, la France, les grands pays de ce monde-là, et aller se retrouver dans un pays où chaque jour, ce sont des gens qui te font la promesse que eux ils vont brûler le pays ou bien que le pays va prendre feu, le choix, il est vite fait de rester dans son coin et de devenir facilement millionnaire en dollars ou en euros et puis vivre sa belle vie. Ça, il faudrait que nous pensions à cela. Le retour des cerveaux ne sera pas une question de les inciter avec des mots M-O-T-S. Mais ça sera plutôt une question de les inciter avec des réalités pragmatiques et pratiques. Le sujet numéro 2, c'est à travers la définition programmatique des partis et la confrontation programmatique et sociétale des partis pour l'exercice du pouvoir que l'on combat le néocolonialisme et que l'on lutte contre la dépendance externe dans un État postcolonial. C'est notre père Alexis Diette qui nous rappelle que lorsqu'on est dans un État comme la Côte d'Ivoire, qui a pris son indépendance en 1960, et donc après avoir pris son indépendance, si on pense qu'on veut se libérer de la tutelle du colonialisme, si on veut être réellement indépendant de l'extérieur, la meilleure manière, c'est de faire la politique en basant cette politique-là sur des programmes clairs de société, des programmes de société clairs. Et ceux qui vont pratiquer cette politique-là doivent se confronter dans des débats et essayer d'échanger les idées devant tout le monde. Par cette voie unique et exclusive que les besoins et les demandes existentielles des diverses catégories sociales, professionnelles et culturelles de la cité commandent la politique du gouvernement, de l'État, influencent et déterminent la lutte politique des partis pour l'exercice du pouvoir d'État, régissent l'élaboration des lois permanentes. Il dit c'est simplement de cette façon-là qu'on pourra être capable de répondre aux besoins d'abord même des différentes couches de notre société. Parce que comment vous voulez lutter contre la dépendance extérieure si vous n'arrivez pas à renforcer la capacité même des différentes couches de votre société? Si vous n'arrivez pas à mettre vos travailleurs à l'aise, si vous n'arrivez pas à changer positivement la manière de penser de votre société, si vous n'arrivez pas à donner un minimum de bonheur à votre société ou aux personnes qui sont dans votre société, comment est-ce que vous pourrez un jour être fort pour pouvoir ne plus dépendre de l'extérieur? Parce que lorsque vous mettez des programmes clairs que tout le monde connaît et que vous agissez sur ça et que cela arrange le peuple, ça finit par influencer le peuple, ça influence le pouvoir et ça fait que les gens finissent par comprendre. Et ça permet même de bien contrôler les lois. Et ça donne donc un environnement qui est sécurisé, un environnement qui est apte à pouvoir offrir des conditions de vie meilleures à tout être humain. Et à partir de cette confiance-là, vous pouvez donc devenir, puisque vous êtes déjà fort, stable à l'intérieur, pouvoir ne plus dépendre de l'extérieur. C'est par cette voie exclusive que sont endogénisés le pouvoir et l'État. Il dit c'est par cette stratégie-là qu'on peut faire la gestion en interne du pouvoir et la gestion de l'État. Là, quand c'est comme ça, là, puisque tout est déjà bon et clair et que vous gérez, c'est ce qu'il a appelé ici l'endogénéisation. Il a dit endogénéiser. Ça veut dire à l'intérieur d'eux. Effectivement, la gestion du pouvoir n'est pas seulement quelque chose qui se passe à l'intérieur d'un pays, il y a aussi l'influence extérieure. Mais si tu n'es pas fort à l'intérieur, si tu n'as pas une politique claire, si tu n'as pas une politique qui est bien calibrée et donc qui est mise dans un canevas où tout est visible, tu ne pourras jamais être fort. Et contrairement à ce que nous sommes en train de dire, tous ceux qui estiment qu'ils sont dans une lutte contre des colons, ou bien une lutte colonialiste, ou bien une lutte contre d'éventuels impérialistes, eux-mêmes, quand on regarde leur rapport aux colons, vous voyez que c'est des gens qui dépendent encore du colon, quelle que soit la forme. Parce qu'eux-mêmes ne font pas d'efforts, parce qu'ils n'ont pas de programme clair, ils n'ont pas de vision claire. Ça fait que même quand ils viennent au pouvoir,
ils sont obligés de compter sur le colon pour pouvoir essayer de régler leurs problèmes en interne à l'intérieur de leur pays. La vraie lutte de libération anticolonialiste dans un État postcolonial est nécessairement démocratique et électoral. Le minimum donc pour dire qu'on est en train de mener une lutte, parce que je n'aime pas le terme anticolonialiste, parce que pour moi ça n'existe pas, mais en fait moi j'utilise ça comme un argument de lâcheté pour se cacher. Le monde est un rapport de force. Là je suis d'accord avec le grand maître Hegel, et même aussi avec Friedrich Nietzsche. Le monde est un rapport de force. Si tu joues le ver de terre, on t'écrase. Il n'y a rien à faire. Il faut que tu sois ton surhomme. Il faut que tu sois ton propre Dieu. Il faut que tu défendes ta nature et tu proclames ta nature. C'est ce que les gens respecteront en toi. Mais nous, on veut lutter contre des colons. Mais demain, là, c'est eux qui nous habillent. C'est eux, leur système de pensée qu'on utilise. C'est leur nourriture qu'on mange. C'est leurs médicaments qu'on prend pour se soigner. Il y a combien de nos dirigeants, quand ils sont malades, on leur dit, bon, même celui-même qui se proclame être le soi-disant combattant de la liberté anticolonialiste, quand il est malade là, aujourd'hui c'est où il va se soigner, en Belgique. Si tu vas là-bas quand tu vas faire comment maintenant? Ça veut dire que donc c'est du faux, c'est du flatou vocis, c'est du mensonge qu'ils vendent au peuple. Laurent Gbagbo, faut te soigner en Côte d'Ivoire. Là comme ça on va savoir que les colons là, ne vont pas te tuer. Et donc c'est là que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de colons. Mais c'est une expression que ces personnes utilisent pour tromper le peuple. Si toi tu dis que tu n'aimes pas les blancs, mais quand tu es malade, tu t'en vas te soigner chez eux. C'est une grande contradiction. Et donc c'est ces problèmes-là qu'il faut corriger, c'est cette défaillance-là qu'il faut corriger d'abord. Et le premier élément, la première étape la plus simple, c'est de pratiquer la démocratie et d'être capable de faire des élections, d'être capable d'accepter les résultats, d'être capable de donner à ses concitoyens la possibilité de vivre dans un environnement sécurisé, d'être capable de ne pas être vecteur des éléments de trouble dans la société. Mais est-ce que ceux qui disent qu'ils veulent libérer l'Afrique, ceux qui se disent aujourd'hui les panafricains, eux tous ont des gens, des visas, des passeports de d'autres pays. Eux tous utilisent la science du colon. Maintenant, posez-vous la question. Quand tu étudies dans la science de quelqu'un, est-ce que la personne va tout te donner pour se suicider? Pas du tout. Elle est l'œuvre des partis programmatiques, d'un gouvernement et d'une opposition programmatique, en concurrence pour faire prévaloir dans l'État, dans les urnes, les solutions économiques, sociales et politiques les plus efficientes aux problèmes existentiels de la cité. Il dit donc pour arriver à imposer un État qui est basé sur la démocratie, et donc dans un État où les élections se tiennent et le vaincu accepte qu'il a perdu et le vainqueur est félicité, et donc on lui permet de dérouler son programme de société. Entre-temps, l'opposition aussi dit, même si nous n'avons pas gagné, mais regardez aujourd'hui, on critique la politique du parti qui a gagné les élections et on montre la beauté de notre programme. Même quand nous n'avons pas été élus, on dit voilà, si nous avions été élus, voici ce que nous disions et voici ce qui vous aurait permis d'aller de l'avant. Et ça permet donc de faire de la concurrence. Parce que l'État lui-même se sert en difficulté. C'est un exemple que je prends. Parce qu'il y a un concurrent qui a un produit qu'il peut proposer, même s'il n'est pas au pouvoir. Et donc, ça impose une certaine concurrence à l'État de vouloir bien faire les choses et de s'améliorer. Malheureusement, c'est un drame dans nos pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire. Quand une opposition est faible, quand une opposition est inexistante, l'État en place se retrouve dans une posture de ne plus avoir à craindre quoi que ce soit. Donc, ils finissent par dormir sur leur laurier. Mais s'il y a une opposition intelligente qui peut critiquer de façon positive le travail de ceux qui gèrent l'État et aussi montrer leur propre programme à côté pour dire « Ah, vous ne nous avez pas élus, mais regardez ce que nous on vous proposait sur cette question-là. Est-ce que ce n'est pas mieux que ce que vous voyez là ?» Ça impose une concurrence dans l'État, mais aussi dans les urnes
et ça donne une variété de solutions aux problèmes de notre société, que ce soit au plan économique, au plan social, au plan politique, et ça rend plus efficace notre société face aux problèmes de notre temps moderne et de notre pays. C'est un texte du père Alexis Diette. Et le troisième et dernier, l'indifférence de l'opposition ivoirienne aux problématiques démocratiques vitales. Ci-dessous interroge. Notre père Alexis nous dit, quand il regarde l'opposition ivoirienne, il se pose une question. Non seulement vous n'êtes pas capable d'avoir un programme démocratique pour aider le pays, mais le pays a des problèmes. Mais ces problèmes-là ne vous intéressent pas. Et puis vous ne vous prononcez pas dessus. Et puis ces problèmes-là ne vous intéressent pas. Est-ce qu'en réalité vous êtes une opposition? Voilà la question qu'il se pose. Cette indifférence mortifère atteste de la résilience déplorable d'une mentalité oligarchique et autocratique aux antipodes de la culture démocratique. Il dit le fait que les opposants ivoiriens ne se sentent pas concernés par les problèmes des Ivoiriens là, c'est une attitude même qui ressemble même à la mort. Mais qu'est-ce que cette attitude morbide? Qu'est-ce que cette attitude même qui ressemble même à quelqu'un qui veut conduire les Ivoiriens à la mort? Il dit, c'est la résistance malheureuse d'une mentalité qui veut que le pouvoir soit quelque chose qui appartienne à un homme, à une personne ou à un petit groupe de personnes. Et puis maintenant, eux vont gérer ça comme des dictateurs. Eux vont gérer ça comme un groupe d'intérêt. Et puis maintenant, le reste du peuple, là, eux doivent les regarder dans la misère. Et donc, cette manière de faire les choses est complètement à l'opposé de toute culture démocratique. Qu'en est-il des programmes alternatifs de l'opposition ivoirienne, du PDCI, PPACI, FPI, MGC, etc. sur les thématiques de la cherté de la vie, de l'emploi jeune, de la justice, de la redistribution des produits de la croissance, de la redistribution équitable du travail, de la formation professionnelle, de l'entreprise, de la lutte contre la corruption, de la gestion de la dette publique, du prélèvement des impôts, de l'éducation nationale, de l'égalité homme-femme, du droit des minorités, et j'en passe. Il dit en tout cas, les questions sont énormes. Et c'est là qu'on découvre l'inutilité de notre opposition ivoirienne. En ce sens que, aujourd'hui, là, il y a tellement de questions que les Ivoiriens se posent. Et on a l'impression que les Ivoiriens sont en avance sur leurs opposants. Les Ivoiriens ont atteint une maturité, mais seuls les opposants n'ont pas compris cela. Il dit par exemple, eux ils sont là, il faut des élections, il faut que Ouattara quitte, c'est ça leur programme de campagne. Maintenant là, à part ça, ils n'ont pas d'autre programme de campagne. Donc, quand Ouattara va quitter là-haut, la cherté de la vie que vous critiquez là, elle existait depuis 2008. Et puis Laurent Gbagbo a fait abattre des Ivoiriens pour cela. Pourquoi ils ont dit que la vie était chère? Mais venez dire aux Ivoiriens quelles sont les solutions que vous avez. Même si hier vous étiez au pouvoir, que vous avez échoué là. Au lieu de dire toujours que la vie est chère là. Si vous aimez les Ivoiriens et si vous ne voulez pas voir les Ivoiriens aller à la mort pour qu'ils soient vos électeurs demain là, dites-leur maintenant aujourd'hui. Comme vous dites que la vie est chère là, voilà aussi les solutions que vous proposez aux Ivoiriens. Et c'est là que le professeur et notre père Alexis Diette dit que cette hypocrisie de notre opposition est une indifférence mortifère. Parce que c'est une attitude, ils s'en foutent, ils sont tous milliardaires ces gens. Ils prennent tous les rentes viagères ces gens. Ils se font élire et ils gagnent des millions chaque mois. Mais c'est eux qui viennent vous dire que la vie est chère. Mais si la vie est chère, quelle solution vous proposez aux gens? Hier, on sait que vous étiez au pouvoir, vous aviez été incapable. Et vous avez même massacré des gens parce qu'ils ont dit que la vie était chère. Ça, c'était hier. On est d'accord que vous avez échoué. Mais comme aujourd'hui, vous voulez être maintenant les chantres, les parrains, de seulement crier dans la société, la vie est chère, la vie est chère. Bon, aujourd'hui, là, la vie est chère, on est d'accord maintenant. Qu'est-ce qu'on fait comme solution? Vous proposez quoi? Sinon, le gouvernement, là, eux, ils ont proposé, ils ont plafonné le prix des denrées de première nécessité. Le gouvernement, là, ils ont augmenté les salaires de plus de 15%. Le gouvernement, là, ils ont créé les filets sociaux. Le gouvernement, là, eux, ils ont créé des emplois.
Quand je prends les différents programmes PS Gouv, ils ont créé des emplois. Mais vous, est-ce qu'à votre temps, vous avez pu faire ça? Non. Mais aujourd'hui, est-ce que vous cherchez à aider les Ivoiriens? Non. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, on crie seulement. Le rôle de l'opposition, c'est de crier seulement pour dire que la vie est chère. Non, c'est une attitude de lâcheté. C'est une attitude irresponsable. Proposez à votre, sinon même au minimum à vos partisans, comme la vie est chère, voilà les stratégies de notre parti, PPACI, PDCI, FPI, MGC. Voilà ce qu'on va faire. Essayez ça sur vous-même. Si ça marche là, on va dire ça aux Ivoiriens. Quelle est votre stratégie pour aider les jeunes de la Côte d'Ivoire à avoir des emplois? Il ne faut plus miliciser les jeunes. Ça veut dire qu'il ne faut pas les transformer en chiens de guerre. Il ne faut pas les transformer en engins de la mort. Et c'était ça le programme de campagne du FPI, MGC, PPACI, COGEP quand vous étiez au pouvoir. Endoctriner, moutoniser les jeunes, faire d'eux des tueurs dans la République, soi-disant jeunes patriotes, c'était l'emploi que vous offriez à nos jeunes gens. Ça, c'était hier. Maintenant qu'aujourd'hui, quel emploi et quelle stratégie vous avez pour les jeunes? Il ne suffit pas de dire que les jeunes n'ont pas de travail. Il suffit de dire, les jeunes, voilà aujourd'hui ce que vous pouvez faire pour avoir du travail. Et donc nous, là, on a un programme qui est clair. Et ça, c'est convaincant plus que pour le gouvernement. C'est de ça que les jeunes ont besoin. La justice sociale. Quelle est votre position sur la justice? Vous et nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Depuis que le président Ouattara est venu au pouvoir jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Moi, je suis d'accord. Vous-même, vous êtes d'accord sur ça. Maintenant, là, pourquoi Laurent Gbagbo ne va pas se constituer prisonnier? Parce que Laurent Gbagbo est un individu qui est en violation des principes de notre société. Et la meilleure réflexion, la meilleure capacité de montrer que la justice doit se faire là, c'est de d'abord demander justice pour soi-même, mais de se faire aussi justice contre soi-même aussi. Parce que quelqu'un qui accepte les principes de la justice de son pays, c'est un acte qui finit par convaincre. Si Laurent Gbagbo aujourd'hui accepte et dit « Moi, je n'ai rien fait. La justice de la Côte d'Ivoire a menti sur moi. La grâce présidentielle qu'on m'a accordée, c'est un acte injuste. Et je demande qu'elle soit levée, cette grâce-là, et je vais affronter la justice pour laver mon nom. » Mais ça va finir par convaincre les justices. Et les juges qui ne veulent pas travailler, on va leur donner du boulot à faire. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose de son contraire. Laurent Gbagbo veut l'amnistie. Comme s'il avait commis un crime, alors qu'il n'a rien fait. Mais en même temps, il dit que lui ne reconnaît pas les décisions de la justice. Mais c'est quelle décision on va lever avec l'amnistie, Laurent Gbagbo? Bon, Ouattara, il faut donner, tu ne pratiques pas la justice, on est d'accord. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Puis tu lui as donné la grâce, il a accepté, il n'a pas refusé. On n'a qu'à laisser tomber tout ça. Mais pourquoi Laurent Gbagbo demande l'amnistie? Laurent Gbagbo a fait quoi? Et si Laurent Gbagbo a dit devant tout le monde qu'il lui ne reconnaît pas les décisions de justice qui lui sont imposées, mais pourquoi il demande l'amnistie? Sur la question de la redistribution des richesses, encore faudrait-il créer les conditions d'une croissance. Mais supposons déjà qu'il y a de la richesse. L'idée et la mentalité de notre opposition, c'est qu'ils sont dans une attitude oligarchique et dictatoriale. Pour eux, là, ils viennent au pouvoir, c'est pour s'asseoir et puis bouffer. On les a déjà vus. C'est le même modèle que le PDCI, le FPI, PPACI, MGC, COGEP, PPACI. L'idée qu'ils ont est tellement négative que non, le pouvoir, là, on le prend d'abord, c'est pour essayer de bouffer. Est-ce que ces gens-là peuvent vous donner un programme dans lequel ils pensent à la population? Est-ce que vous les avez vus créer des filets sociaux? Est-ce que vous les avez vus créer des emplois pour les jeunes? Est-ce que vous les avez vus mettre un programme en place où les Ivoiriens ont dit, bon, allez ici et faites ça. On va créer une banque de l'emploi. Ça va ressembler à quoi? Ça va ressembler à une banque. C'est à ceux-là que vous voulez confier votre destin. Alors qu'eux-mêmes n'ont pas le courage, leur passé les condamne, mais le présent qui est là
ils se font passer pour des crieurs et des amuseurs publics. La redistribution équitable du travail. Aujourd'hui, presque tous les régimes, quand ils viennent, le travail qui est là, il y a la corruption dans les concours. Et ça fait que la redistribution du travail n'est pas équitable. Les plus intelligents et les plus méritants ne sont pas forcément ceux qu'on prend. Il y a le népotisme, souvent on prend nos parents. Il y a la corruption, souvent c'est celui qui donne le plus d'argent, on lui donne un poste démérité souvent. Et souvent même c'est le manque même de travail parce que ceux qui devraient créer des opportunités empêchent que ces opportunités-là puissent exister pour que le travail puisse exister. Et on maintient le peuple dans le sous-développement, dans la pauvreté et dans la misère. Il n'y a pas de formation professionnelle. Et les opposants ivoiriens ne se sont jamais prononcés sur ces questions-là devant le peuple de la Côte d'Ivoire. Comment on fait pour réformer le secteur des entreprises? Comment on fait pour lutter contre la corruption? Comment on fait pour gérer la dette publique? Comment on fait pour prélever les impôts de sorte que ça ne fasse pas mal aux Ivoiriens, mais que ces impôts-là soient gérés? On a vu des enfants de ministres avoir 20-35 millions des impôts des Ivoiriens dans la poche en train de sortir d'un maquis sous le port du FPI, PPACI. Comment faire pour que l'éducation nationale puisse être efficace avec un seul manuel? Comme de la manière vous êtes allé à l'école, à votre temps, il n'y avait pas 10 manuels. Mais tout ce qui était bon comme modèle, vous les aviez supprimés et vous rendez la vie difficile aujourd'hui aux gens. Est-ce que c'est nous on doit sortir pour dire ici que les Alassane Ouattara, tous ceux qui sont les puissants de ce pays aujourd'hui là, avec les Laurent Gbagbo là, à leur époque là, est-ce qu'il y avait 5 versions du deal de mathématiques? Est-ce que c'est un acte intelligent? Est-ce qu'on a 2 systèmes éducatifs en Côte d'Ivoire? Mais pourquoi même en France, il n'y a pas 2 livres de mathématiques? Mais pourquoi c'est dans un pays sous-développé? On vient imposer une multitude de livres. Ça répond à quelle nécessité pédagogique? C'est un acte des plus inintelligents. Est-ce que ça là, c'est nous on devrait sortir pour dire ça? C'était vous les opposants qui auraient dû sortir pour venir dire aux gens non. Il faut qu'on évolue avec une pédagogie unique pour permettre à ceux qui font l'analyse même du secteur de l'éducation de leur donner un champ d'action qui est clair. Mais si dans l'école A, on a des manuels qui sont différents de l'école B, et ainsi de suite, on a 5 différents manuels dans 5 différents lycées au collège, mais ça crée une confusion. Ça, c'est tellement intelligent quand vous parlez comme ça. Et les gens se disent, mais c'est vrai. Et vous appuyez dessus pour dire, et encore, vous dites que vous voulez lutter contre la vie chère. Mais pourquoi ne pas faciliter la vie aux parents en faisant un seul manuel? Par exemple, un père de famille qui a 2 enfants, un qui est en 3e A et l'autre qui est en 3e B, comme on sait que les cours de mathématiques n'auront pas lieu dans les 2 classes au même moment, ces 2 enfants-là peuvent échanger le même livre, plutôt que d'aller payer 2 livres différents. Voilà comment une opposition intelligente doit réagir et le peuple même s'assoit et on dit vrai, là, ce qu'ils disent là, c'est vrai. La question de l'égalité entre hommes et femmes, qu'est-ce que l'opposition dit là-dessus? Ça ne les intéresse pas. Quand tu as eu à marier une femme, vous avez partagé vos intimités. La vie peut vous séparer, mais le respect et la dignité doivent demeurer. Quand surtout vous avez eu des enfants et que vous aviez connu des bonheurs et des difficultés là, on doit être digne et se respecter. Mais quand on nous donne des spectacles de slip depuis l'aéroport jusqu'à venir nous dire ce que vous faisiez, ça n'intéresse pas les Ivoiriens. Ah, je me suis marié, hein? Ah, je m'en vais en lune de miel à Bruxelles. Mais il y a un problème. Nos mamans ne sont pas éduquées dans les villages. On excise nos mamans à l'ouest et puis au nord du pays. Nos femmes, on ne leur explique pas le fonctionnement de leur corps. Nos femmes aujourd'hui sont en concurrence avec les Woubi. Parce que la société les a définis comme le sexe. On dit que la meilleure femme, c'est celle qui est sexy. Ça veut dire quoi? Femme même, là, pas son sexe, elle n'a pas d'autre intérêt
Donc ça veut dire qu'il y a une inégalité. On met toujours l'homme au-dessus de la femme. Et ça, Laurent Gbagbo vous a montré que lui, les femmes sont un jouet pour lui. Est-ce que lui peut venir vous parler de l'égalité entre hommes et femmes? Il faut qu'on parle et que cette opposition nous dise quel programme elle a pour aider les minorités. Et il y a tellement de questions qu'on aurait pu se poser. Ils n'ont rien à dire. Ils sont là, ils regardent. Ouah, les gens souffrent. La dette publique. Il n'y a pas d'impôt. Femmes, hommes. C'est comme ça. Cherté de la vie. Les jeunes ne travaillent pas. Il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de croissance. On a entendu tout ça. Ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Solution que vous avez là. Donnez ça maintenant. Donnez solution que vous avez, on va passer. C'était aussi un texte du père Alexis Diette. Et donc, on va passer rapidement à l'édito de Mère Blanc. Et une fois fini, on va laisser rapidement le reste du temps disponible aux uns aux autres pour pouvoir s'exprimer rapidement. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Joseph, où es-tu » Joseph Goebbels a dit que plus le mensonge est gros, plus il passe. Ah bah nous y sommes. La vérité est douce, le mensonge est rance. La vérité unie, le mensonge désunit. La vérité repose sur des faits réels, tandis que le mensonge repose sur du vent. Chacun de nous est un jet de mots, n'est-ce pas? Mais à cause du clientélisme qui prévaut dans le monde de la politique, le démon s'empare de notre cerveau. Seule la politique a ce pouvoir d'avilir le citoyen lambda au point qu'il semble avoir perdu la raison, car pour lui, la présidentielle reste une saison de moisson. Il espère ainsi gagner gros en aidant parfois un incapable à se hisser au pouvoir. Mais se retrouve avec pour récompense une bière, un pain, une boîte de sardines et un t-shirt à l'effigie du salaud qui ne pense qu'à lui et aux siens. Et lorsqu'il s'est battu aux côtés du mensonge, il devient amer. Ah, le mensonge, ah, la propagande. C'est idem au phénix. Il meurt mais renaît aussitôt de ses cendres. C'est alors qu'il devient nécessaire d'être perspicace que Salomon. En confondant la méchante mère prête à accepter une division du corps du fils litigieux. Même si cela implique la mort de celui-ci, l'idée étant que toutes les deux soient privées de leur enfant. Ah, Laurent serait-il le frère gagnant des présidentielles? Mais quel présidentiel? Les socialistes comptent reconquérir le palais d'Abidjan et en faire encore une fois le lieu de villégiature où tout était permis, d'où ils sortaient parfois pour se rendre à la rue Princesse. À vous penser que ça ne leur manque pas? Qui va se négliger? Ils essayent, à travers de gros coups de com', reposant que sur du mensonge. Mesdames et messieurs, vous nous excusez, il y a eu une rupture brutale. On va reprendre l'édito de Mère Blanc pour pouvoir expliquer à nouveau. Vous nous excusez profondément.
Et donc, vous nous excusez gravement. Il y a eu coupure. Je ne pense pas que Mère Blanc est fini. Et donc, on va essayer de relancer encore la machine et puis reprendre. Malheureusement, comme on a dit, on a eu un début chaotique qui fait qu'on ne pourra pas laisser la parole assez longtemps aux uns aux autres. On est déjà largement piégé par le temps. Qu'à cela ne tienne, on fera quand même du mieux que nous pourrions. Donc, vous allez attendre. Vous souffrirez qu'on puisse reprendre l'édito de Mère Blanc et après donner rapidement un commentaire et permettre à ceux qui voudraient prendre la parole, s'il y a encore du temps, de le faire. Bonjour éclaireur pro-vérité, bonjour à tous mes condisciples de la digne classe éclaireur pro-vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Joseph, où es-tu » Joseph Goebbels a dit que plus le mensonge est gros, plus il passe. Ah bah nous y sommes. La vérité est douce, le mensonge est rance. La vérité unit, le mensonge désunit. La vérité repose sur des faits réels, tandis que le mensonge repose sur du vent. Chacun de nous est un jet de mots, n'est-ce pas? Mais à cause du clientélisme qui prévaut dans le monde de la politique, le démon s'empare de notre cerveau. Seule la politique a ce pouvoir d'avilir le citoyen lambda au point qu'il semble avoir perdu la raison, car pour lui, la présidentielle reste une saison de moisson. Il espère ainsi gagner gros en aidant parfois un incapable à se hisser au pouvoir. Mais se retrouve avec pour récompense une bière, un pain, une boîte de sardines et un t-shirt à l'effigie du salaud qui ne pense qu'à lui et aux siens. Et lorsqu'il s'est battu aux côtés du mensonge, il devient amer. Ah, le mensonge, ah, la propagande. C'est idem au phénix. Il meurt mais renaît aussitôt de ses cendres. C'est alors qu'il devient nécessaire d'être perspicace que Salomon. En confondant la méchante mère prête à accepter une division du corps du fils litigieux. Même si cela implique la mort de celui-ci, l'idée étant que toutes les deux soient privées de leur enfant. Ah, Laurent serait-il le frère gagnant des présidentielles? Mais quel présidentiel? Les socialistes comptent reconquérir le palais d'Abidjan et en faire encore une fois le lieu de villégiature où tout était permis, d'où ils sortaient parfois pour se rendre à la rue Princesse. À vous penser que ça ne leur manque pas? Qui va se négliger? Ils essayent, à travers de gros coups de com', reposant que sur du mensonge. Bah, chers citoyens, chers miens, nous qui sommes pétris de vérité, nous qui voulons que la vérité émerge, rendez-vous sur la plateforme Éclaireur Pro-Vérité pour clamer la vérité. Soit en écrivant un petit texte, soit en prenant la parole. Allez, haut les cœurs. Merci et à bientôt. Merci infiniment à Mère Blanc. Elle évoque ici une thématique qui est plus qu'importante. Et aujourd'hui, je vais reformuler une théorie politique de l'Atlantide qui aurait été une ville qui a existé, mais qui a disparu.
Et lorsque Platon vient chez nous se former en Afrique, les prêtres qui rencontrent lui disent « Ah, mais vous étiez une grande civilisation, mais vous avez perdu votre connaissance. » Et c'est là qu'on entend parler d'une ville qui aurait existé, qui avait un niveau élevé de savoir. Mais cette ville-là a disparu parce qu'il y a eu les eaux. Mais nous, notre civilisation, il y a 3 choses qui nous feront disparaître. Ces 3 éléments-là. L'insouciance. Aujourd'hui, très peu de personnes sont conscientes de leur environnement et se sentent responsables d'y poser des actes ou des actions. Et donc, on a une génération très insouciante. Et c'est ça qui sera la première chose qui va faire qu'aujourd'hui, un homme peut exister, mais une fois qu'il meurt, puisqu'il était dans l'amusement, il était dans le superflu, automatiquement, on l'oublie. On l'oublie. La deuxième chose, c'est le manque de connaissances. Tout le monde vit aujourd'hui, on est lié au matériel, mais on ne cherche pas à marquer les esprits. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est devenu paresseux. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut lire un livre. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut s'asseoir pour réfléchir et puis essayer de réfléchir différemment. Parce que dans une société où tout le monde a accepté que la connaissance et le savoir ne font plus partie, si toi tu réfléchis différemment, tu es vu comme un étranger dans cette société. Allez lire Albert Camus, L'étranger. J'en fais une interprétation philosophique. Je ne me base pas forcément sur l'acte qui s'est passé, j'ai perdu maman, etc. Non. Mais sa manière de réagir, oui, j'ai perdu ma maman, mais de toute façon, elle est déjà morte. Lui, il pensait différemment. Mais pourquoi Albert n'a pas pleuré? Pourquoi il n'a pas ressenti la douleur? Il n'a pas fait semblant de ressentir la douleur. Et c'est pour ça qu'on l'a condamné. Ça doit être un être inhumain. Ta maman meurt, tu ne pleures pas. Et tu prends ça et tu vas même te faire une soirée. Et puis tu reviens après. Et puis bon, la vie continue. Donc en réalité, au-delà du crime, c'est ton comportement qui pose problème. Et aujourd'hui, est étranger celui qui réfléchit et celui qui veut proposer une idée nouvelle. Et la troisième chose qui va faire disparaître notre société, c'est la manipulation, donc le mensonge. Si Joseph Goebbels, qui a été ministre de la propagande sur le Troisième Reich, qu'on appelait Adolf Hitler, il était le ministre de la propagande. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a le mastermind, c'est-à-dire les esprits éclairés du mensonge, qui sont là spécialement dans la machine de la propagande. Et aujourd'hui, ces personnes viennent vous dire, bon, ce qu'on est en train de vous dire là, ça n'a aucune importance. Mais ça va vous intéresser. Parce que vous êtes des sacs vides intellectuellement. Parce que votre vie n'est basée sur rien. Parce que vous ne voulez pas écrire votre histoire. Donc on va venir vous rappeler que ce qui n'a pas été une vérité hier est devenu une vérité aujourd'hui. Et vous devez l'incorporer. Vous devez mettre cela dans vos vies. Quand on allait au panel de l'Union africaine, le résultat a dit que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Mais nous aujourd'hui, là, on écrit un livre farfelu. Et pour essayer de créer les conditions du chaos en Côte d'Ivoire et pour préparer ceux qui étaient déjà découragés pour ne pas se donner à la mort en 2025, il faut les encourager avec une drogue. Et cette propagande-là, il faut contester la réalité pour se retrouver dans la novlangue. Ceux qui ont lu la novlangue, c'est un livre de George Orwell où on a créé une nouvelle langue. Et cette nouvelle langue-là était basée sur la capacité de diminuer les mots. M-O-T-S. Plus un individu a moins de mots pour s'exprimer, moins son cerveau travaille. Et donc, quand on va limiter les capacités des gens, il faut les mettre dans la propagande émotive pour leur dire le faux et le transformer en vérité. Donc, ce que le panel de l'Union africaine avait dit comme décision était fausse. Ce que la CEDEAO avait reconnu était fausse. Ce que le certificateur de l'ONU a dit était fausse. Ce que la CEI a dit était fausse. C'est simplement celui qui a été possédé par le démon. C'est ce que lui il a dit qui soit vrai. Et j'invite tout le monde. La toute dernière vidéo que j'ai eue à poster hier, j'ai dit encore, même en 2024, les gosses sont encore possédés par le Satan. Et vous comprendrez clairement là-bas de quoi je parle.
où je mets en exergue la vérité qu'ils voudraient défendre qui n'est que du pur mensonge. Encore faudrait-il que cela affecte celui qui veut être affecté. Parce que ça compte beaucoup. Quand tu te sens concerné par quelque chose, ça veut dire que cette chose a de l'impact sur toi. Malheureusement, ce mensonge facile a un impact sur des gens qui sont restés comme des sacs vides, sur des gens qui ne veulent pas écrire leur propre histoire et des gens qui ne veulent pas s'assumer en face. Parce que en face du mensonge, il faut être capable de s'assumer. Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. À Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Ont obtenu, après la... Celui qui dit que Gbagbo a gagné les élections, la preuve sur laquelle il se base, Yao Paul André dit qu'eux, ils ont été habités par le démon. Et quand le démon les a habités, ils ont proclamé des résultats. Ils ont éliminé des régions pour faire gagner Gbagbo à hauteur de 2%. Comme si ces régions-là ne devraient pas voter. Et voilà une preuve pour eux. Après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Article 1er. Les requêtes du candidat Laurent Gbagbo sont recevables, mais partiellement fondées. Article 2. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferkessédougou, Kationa Boudiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Article 3. M. Gbagbo Laurent est proclamé élu président de la République de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Bon, je sais pas. Et donc, il faut encore être véritablement possédé par le Satan, éliminer 7 régions qui ont voté pour faire proclamer quelqu'un victorieux et se convaincre que vous êtes dans le droit. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute à ceux qui mentent, mais c'est surtout la faute à ceux qui n'ont pas le courage de s'assumer. Si on avait pratiqué la justice, si on avait mis chacun à sa place, et c'est ça le drame de notre société. Ceux qui connaissent, ceux qui doivent parler ne parlent pas. Et c'est ceux qui ne connaissent rien. Ça leur donne de l'espace pour venir torturer les esprits. Demain là, vous les gens du RDR-HDP là, la justice que vous n'avez pas voulu appliquer là, demain là, vous serez ce qu'on mettra au poteau pour abattre. Demain, l'histoire sera réécrite et réinventée contre vous. Parce que vous n'aviez pas pris le temps de travailler sur les esprits. Vous n'avez pas pris le temps de faire la justice. Et ça, ce ne sont que des échantillons. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. On est extrêmement pris par le temps. Il nous reste 20 minutes. Tous ceux qui veulent la parole, il reste 2 minutes. On va vous dire de vous signaler dans ces 2 minutes. On va pouvoir vous laisser la parole avec un maximum de, en tout cas, moins de 5 minutes. Exprimez-vous, laissez la parole pour qu'on puisse évoluer rapidement. Donc, tous ceux qui veulent la parole, dans cet espace de 1 minute déjà qui reste, signalez-vous. Quand vous aurez la parole, dites simplement bonjour à tout le monde. Allez directement et dès que vous finissez, merci beaucoup, nous en avons fini. C'est tout ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne rentrez pas dans les détails, dans les civilités. On n'a vraiment plus le temps. Et donc, allez droit au but pour laisser la parole le plus tôt possible. Bonjour, Charles. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Okay. Chez vous? Oui, grâce à Dieu, ça va. Donc, on vous laisse rapidement la parole. Ok, ça marche. Merci beaucoup de me donner la parole. Je salue tous les élèves de la classe et je vous dis encore merci, éclaireur, de nous éclairer chaque jour. Merci à Madame Blanc pour son édito. Et merci à tous les élèves de la classe. Alors, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, éclaireur? Je voulais dire qu'on doit rester serein.
on doit rester sur nos gardes, mais on ne doit pas se laisser distraire par tout ce qu'on entend ici et là. Voilà. Mais Robert Bourgi, en fait, c'est le médecin après la mort, voilà, qui veut vendre son livre, qui veut faire la promotion de son livre, parce que il peut pas venir 14 ans après nous dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Vraiment, c'est un mytho. Voilà, il veut racketter encore l'Afrique, donc qu'il aille vendre son livre aux abrutis d'Ivoiriens qui vont croire en ce torchon. Voilà, mais nous, on avance, on est en 2024 et on espère que le président Ouattara, le 30 septembre, il va nous dire qu'il remplit encore pour un mandat. Comme ça, nous allons nous préparer, nous allons être sur le terrain pour mener la campagne et puis le reconduire encore pour que un coup KO soit au rendez-vous. Voilà. Donc, tout ce qu'on entend, IB qui sort, qui nous menace, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est parce que IB a échoué. Voilà. Donc, il croit que nous, on a que ça à faire. Qu'est-ce qu'on a attaqué le Burkina Faso, un pays aussi pauvre? Voilà. Alors qu'au contraire, on sait que il y a des Ivoiriens qui se préparent à Bobo Dioulasso pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que le chargé d'affaires burkinabé a été convoqué. Et voilà, c'est suite à ça que IB a rappelé ses consuls. Voilà, donc nous, on dit que on est prêt parce que nos frontières sont sécurisées. Voilà, il y a des radars qui sécurisent nos frontières. Voilà, donc il y aura pas de coup d'État. Donc IB peut s'allier avec l'opposition ivoirienne qui surfe sur le dialogue inclusif, la réforme de la CEI, la vie chère, parce que on sait très bien dans quoi ils sont. Voilà, donc nous, ça ne nous regarde pas, on doit rester focus et puis dire que on va aller en 2025 reconduire le président Ouattara à la tête de notre pays. C'est tout ce qu'on sait. Voilà pourquoi on doit rester serein, on doit rester sur nos gardes et puis ne pas se laisser distraire. Voilà. Éclaireur, merci, je vais vous laisser parce que je sais que vous êtes pris par le temps. Et bon boulot à vous. Merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. On va vous souhaiter une excellente soirée et tout le bonheur qui vont avec. Et excellent week-end sur toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, comme je l'ai dit, tous ceux qui prendront la parole, allez droit au but. Bonjour tout le monde. Boum, boum, vous partez, ça sera tout. Ne vous donnez pas du temps. Allez droit au but, l'essentiel. Parce que si vous déjà dépassez les 3 minutes, je risque de vous dire vraiment d'aller un peu plus vite. Et donc, soyez très efficaces parce qu'on a eu un début très difficile d'émission. Et quand c'est comme ça bouleverse le temps. Et donc, on demande vraiment à tous ceux qui prendront la parole, allez droit au but. Allez droit au but. Vous nous excusez grandement, on a vraiment des difficultés. On a vraiment des difficultés. Et on demande à tous ceux qui le peuvent d'être patients. Et on fera l'effort quand même de laisser chacune s'exprimer. Vraiment, c'est dans des conditions extrêmement difficiles qu'on arrive à réaliser l'émission. Ça, il faut vraiment le dire. Alors? Oui. Oui, bonjour, chère mère. Comment allez-vous? On vous laisse rapidement la parole. Bonjour, je vais bien. Merci beaucoup, éclaireur, de me donner la parole. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Et voilà. Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, le seul homme, le seul président africain qui gâche le sommeil des soi-disant opposants de Côte d'Ivoire. Va-t-il se présenter ou pas? En ce moment-là,
les sommeils de Simone Olivier Gbagbo, Gbagbo Laurent, alias Abou Soumaré, le Sénégalais, Tidjane Thiam, alias Chakadjan, Sorodium, de là où il est, dans son exil, là, se demande, Blé Goudé, le voyou, lui aussi se pose des questions aussi. Voilà, donc ils sont tous là, ils se demandent, est-ce que ce dragon-là va se présenter? On est au regret de vous annoncer que notre président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, nous vous avons toujours dit cela. Il est notre président naturel. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi vous vous posez cette question. Ça devrait être très clair pour vous. Et voilà. Donc, vous, monsieur Yao Paul André, c'est aujourd'hui que vous vous êtes rappelé que Laurent Gbagbo avait gagné à l'élection? Mais attendez, vous étiez mort? Vous êtes un revenant? Regardez comment Laurent Gbagbo pouvait gagner à cette élection. Vu qu'il empêchait les gens du Nord d'aller voter, il y avait des pays qui étaient, il y avait des villages qui étaient supprimés, qui étaient empêchés de pouvoir aller voter. Voilà. Et les résultats ont été donnés. Tout a été clair. Et c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a mis tous ceux qui étaient là pour pouvoir amener à bien l'élection. Donc, les choses ont été très claires. Laurent Gbagbo n'a pas gagné et il n'a jamais gagné de sa vie parce que ce monsieur n'est ni plus ni moins qu'un incapable, un vaurien, une personne sans personnalité. Et les Ivoiriens n'allaient pas voter pour une personne comme celui-là. Nous avons tous vu comment vous avez pris le pays, comment vous avez géré le pays pendant 10 ans de règne. Et c'était pas les Ivoiriens les Ivoiriens n'étaient pas malades pour venir vous voter encore. Donc vous pouvez sortir encore. Cher HDP, apprêtons-nous. Je pense que l'heure va bientôt arriver pour nous venger. Donc vous les maudits, soyez encore maudits encore demain. Nous vous attendons. Venez, ça sera l'occasion pour nous de vous couper la queue sans vaseline avec notre machette que nous avons bien aiguisée pour mettre en bas de notre lit. Voilà, je m'arrête là. Bonne soirée à tout le monde. Merci, au revoir. Merci infiniment, chère mère. Nous vous souhaitons un excellent week-end avec tout le bonheur qui va avec. Merci beaucoup. Au revoir. À demain sur TikTok. Merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour le concurrent, nous vous laissons la parole. Oui, bonjour cher père, je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer aujourd'hui sur les ennemis au sein de la CEDEAO. Les ennemis au sein de la CEDEAO aujourd'hui sont connus, ce sont les dirigeants de l'AES. Vous prenez Ibrahim à la gueule fendue, vous prenez l'idiot du palais de Koulouba qu'on appelle Assimi Goïta et le menif crétin de Niamey, Abdraman Tiani, c'est celui-là même qui constitue le trio. Et vous savez aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de détruire complètement la sous-région. Face aux forces du mal, je pense que aujourd'hui, la CEDEAO, si elle ne peut pas faire du tapage, il est suffisamment grand temps de prendre son destin en main. Jusqu'à quand on va observer des gens en train de détruire la sous-région? Les Burkinabés et Maliens qui bavardent aujourd'hui, non, on est souverain. Non, on n'est pas la sous-préfecture de la France. Vous êtes souverain et vous partez demander de l'argent au PNUD pour construire des toilettes. Depuis quand vous avez entendu ça? Quelqu'un qui est souverain qui va demander de l'argent au PNUD pour construire des toilettes. Et on parle de souveraineté. Quelqu'un qui est souverain, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'hydrocarbures, qui est toujours en train de commander, et il dit qu'il est souverain. Ils sont souverains, les Burkinabés,
vous les voyez en grand nombre en Côte d'Ivoire, en train de faire du sale boulot, au Ghana, au Sénégal, en train de faire de l'orpaillage. D'ailleurs, même sur la question de l'orpaillage, on va être suffisamment clair pour dire à nous, tous ceux qui vont se faire prendre à partir de maintenant, en tant qu'orpailleurs, s'ils sont membres de la CEDEAO, que la justice sévisse très sévèrement, la saisie de tous les biens, tout ce qu'ils ont comme bien. Une fois qu'on les prend en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils ont comme bien dans leur existence, que la justice saisisse. Après avoir saisi, on les enferme. Voilà des gens qui quittent au Burkina Faso, ils viennent, ils détruisent l'environnement en Côte d'Ivoire. Et pendant une bonne période, on a laissé faire. Des gens qui sont incapables de faire face à l'insécurité chez eux, vis-à-vis des djihadistes, c'est eux aujourd'hui qui veulent être des modèles. Et ils tablent sur quoi? La communication. Ils recrutent des cyberactivistes qui en longueur de journée racontent tout et n'importe quoi. Et jusqu'à quand on va laisser faire? Moi, je pense que il faut que, là où on est arrivé, nos dirigeants prennent leurs responsabilités. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir résoudre ce problème à notre place. Le problème qui se trouve déjà là, à nos frontières, il faut le contenir. Ça, c'est un. De deux, on ne va pas laisser ces délinquants-là dicter leurs lois. Non. Tout ce qui doit être redéployé, tout ce qui doit être déployé pour mettre hors état de nuire ces délinquants, il faut que ça se fasse. Vous voyez le Ghana qui est sans pitié. Le Ghana qui pourchasse tous ces Burkinabés qui sont venus sur les territoires. Vous pensez que s'ils n'ont rien vu, ils vont le faire? Nous qui avons opté pour l'hospitalité, regardez comment on est traité. On est traité comme des moins que rien. Pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui nourrit et qui blanchit le Burkina Faso. Tu ne peux pas nourrir et blanchir quelqu'un et il va se retourner contre toi. Ça, personne ne l'acceptera. Donc, face à la situation, nous disons qu'au sein de l'espace CEDEAO, il est suffisamment grand temps de faire tout pour mettre fin au désordre que nous voyons au sein de la sous-région. Je m'arrête là et je vous remercie. Merci infiniment, Sunjata le Conquérant. Merci pour ces propos qui sont très clairs. Et à un moment, quand ce que tu fais en bien est perçu comme un acte de faiblesse, puisque personne ne t'y oblige, tu peux aussi t'en abstenir. C'est un principe simple de la vie. Il faut que les orpailleurs, là, pour lutter contre eux, ce n'est pas difficile. On peut prendre quelques drones de l'armée, là, survoler les différents endroits, les cibler et les mater correctement. Parce que ce sont ces mêmes gens qui sont en train de détruire notre environnement là. Cet argent là, ils prennent pour soutenir, souvent même ce sont des djihadistes, ils travaillent pour le compte des djihadistes. On dit qu'on est en train de lutter contre le blanchiment d'argent et les mouvements illégaux de fonds. Mais l'orpaillage clandestin là, les milliards qu'ils engrangent là, ça va où? C'est fait au compte de qui? Quand on se pose cette question là, c'est fait pour le compte des nébuleuses et des trous noirs du djihadisme et du grand banditisme aujourd'hui qui est incarné dans les États comme le Mali et le Burkina. Parce que c'est là-bas que l'argent va. Et si nous nous asseyons, c'est nous qui perdons doublement. Non seulement on les accueille, ils viennent, ils pillent nos richesses, ils pillent nos terres et ils prennent ça encore pour lutter contre nous. Ah non, ça fait trop de douleur. On peut utiliser nos avions de guerre ou bien les moyens qu'il faut en l'air pour cibler ces personnes-là et puis les mater comme il se doit. Si le gouvernement ivoirien veut lutter efficacement contre l'orpaillage là, aujourd'hui avec quelques moyens aériens là, on arrive à les cibler, à comprendre rapidement leur mode opératoire.
Mais il suffit de faire des détachements. De façon inopinée, là. On fait des détachements. Et de façon presque globalement dans le pays. Sundiata, je vous jure qu'en une semaine, on peut finir avec ce problème-là. En une semaine. Effectivement. Vous prenez, comme ils ne veulent pas faire leur travail, on va leur dire ça. Bon, vous prenez les drones avec les avions de reconnaissance. Vous vous donnez une semaine. Ça là, personne ne va savoir que vous êtes en train de faire ça. Toutes les zones où il y a l'orpaillage là, vous faites une cartographie. Et vous essayez de comprendre à quel moment ils viennent, à quel moment ils arrêtent les activités. Quand vous avez fini tout ça, vous prenez un bataillon. Et de façon simultanée là, puisqu'il y a des militaires dans presque tout le pays, vous prenez peut-être 500 hommes ou même 300 hommes. Bon, vous dites aujourd'hui là, telle zone là, on va aujourd'hui finir avec ça. On fait ça simultanément dans le pays. Parce que quand tu mènes une guerre là, comme l'a dit Sun Tzu, il faut marquer les esprits. De sorte qu'ils ressentent l'énergie du désespoir. Ça veut dire qu'il faut marquer les esprits là. Ceux qui vont échapper là, eux-mêmes, ils vont dire, on ne peut plus faire ça ici. C'est qu'eux ne font pas au Burkina. Nous, on accepte qu'ils viennent détruire nos terres pour que nos populations ne puissent pas cultiver pour se nourrir. Ils utilisent cet argent pour payer les djihadistes pour venir encore attaquer le pays. Et si on fait ça, et que partout, à l'est, au nord, au sud, au centre, ils se sentent menacés, ils seront coincés dans leur propre jeu parce qu'ils ne sauront plus où aller. Et puisqu'ils seront coincés, ils n'auront d'autre choix que de fuir le pays. Et ceux qui seront pris là, ça sera un combat qui sera efficace sur un court temps. Mais il faut que l'intensité soit efficace pour qu'on n'ait plus à reprendre la même chose. Et derrière tout ça, il y a du grand banditisme. Et ces soi-disant orpailleurs clandestins sont des djihadistes en sommeil. Ce sont des djihadistes qui sont en attente. Et donc là, ce que vous voyez, ils prennent ça pour se nourrir. Et puis, ils payent un impôt à leur leader. Voilà comment les choses se passent. Et si l'autorité ivoirienne veut vraiment mettre fin à ce problème de, comment on appelle, d'orpaillage illégal, les solutions sont là. Parce que Oufoué l'a fait à Tortilla et il a réussi. C'est simplement une question de volonté et d'action concrète. Et vraiment, vous l'avez bien dit et merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Portez-vous bien. Excellente émission à tout le monde. Merci infiniment et très bon week-end à vous ainsi qu'à toute la famille. Excellent week-end. Merci beaucoup. Bonjour, chers frères et sœurs de la classe Éclaireur Vérité. Merci pour le combat. Robert Bodji qui signifie l'eau de caca en Bambara. Donc Robert Bodji, la souris des palais présidentiels. 2011-2024, cela fait 13 ans que Bob Bodji, la souris friand des miettes de fromage des palais africains, avait perdu la mémoire. Tout à coup, soudain, brusquement, à un an des élections, notre souris a recouvré la mémoire, au grand bonheur des Gors qui n'espéraient pas tant. Pour reprendre leur vuvuzela habituel, c'est Gbagbo qui a gagné, c'est Gbagbo qui a gagné. Ils sont convaincus, ces pauvres, car leur nouveau messie, Bob le brouteur, marmailleur, a tranché. En ignorant les décisions de toutes les instances nationales et régionales et internationales qui ont confirmé la victoire du président Ouattara. Cher Gore, vous confirmez une fois de plus la pensée de Senghor qui disait « La pensée est hélène et l'émotion est gourienne ». Merci les Gore. Merci à notre grand maître Yann qui donne sa pensée sur cet événement. Pour moi qui est un non-événement, on n'aurait même pas dû en parler. Et comme beaucoup ne veulent pas écrire leur propre histoire, on arrive finalement à les tromper et ils tombent dans l'émotion qui a été toujours nègre, au-delà même de la raison. Et malheureusement, c'est ça, c'est le destin dans lequel le noir s'est condamné à être toujours là. Ce sont Robert Bodji, demeure à la fin un impérialiste. C'est lui aujourd'hui un impérialiste qui doit venir vous redonner votre dignité. Et c'est vous qui luttez contre les colons. Il y a tellement de contradictions dans leur histoire là que c'est un peu le fils d'Agatha Modio. Agatha Modio, c'est une jeune dame
Bon, on va pas le dire, mais elle faisait pas clair parce que son enfant qui est né là, dans un village africain, l'enfant là est blanc. On allait chez le chef du village Salomon, on dit, bon, l'enfant est né, hein, mais la couleur ne change pas, hein, la couleur reste toujours même chose. Parce que quand même un nouveau-né naît là, même quand c'est un noir là, son teint est comme pour blanc. Mais après 3, 4, 1 mois, le teint de l'enfant est même chose. On dit, l'enfant là, roi Salomon, comme c'est toi le roi de l'univers, on va accepter. Sinon, ça là, il n'a pas la couleur locale. Les gosses sont de cette même façon-là. Des gens qui refusent la réalité alors qu'elle est en face. Et c'est des colons propagandistes qui doivent venir aujourd'hui et leur donner leur dignité. Et les panafricains. Allô? Oui, bonjour cher mère, comment allez-vous? Bonjour chef, je vais très bien et toi? Oui, Dieu merci, ça va. Donc on vous laisse la parole. Ok, alhamdulillah. Bonjour à toi, bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous allons dire encore merci à Dieu pour nous avoir donné aujourd'hui encore une autre journée de grâce. Ok, comme on appelle les EPV, demain c'est TikTok. Voilà, n'oubliez pas, demain c'est la séance TikTok, demain dimanche. Donc n'oubliez pas d'être sur le TikTok. Maintenant, l'éclaireur, moi, je vais parler à la diaspora. Ce que tu viens de te dire tout à l'heure est tellement très important, mais ça fait mal. Voilà pourquoi j'ai mal aujourd'hui quand je vois cette diaspora, mais qui doit envoyer une nouvelle mentalité en Afrique, à notre population. C'est cette diaspora-là, même aujourd'hui, qui veut la chienner au pays. Quand tu vois ça déjà, l'éclaireur, il y a des questions qu'il faut se poser. Vous voyez, c'est difficile, quoi. Parce que à l'aventure, même si tu n'as rien eu là, au moins ton état d'esprit doit changer. Mais quand tu regardes que c'est cette diaspora-là même qui crée la chienlit au pays, même au pays là-bas, là même, ils sont plus éveillés même que ceux de la diaspora. C'est la diaspora qui crée la chienlit. Alors c'est la diaspora qui est censée venir éduquer notre population, même la corruption qu'on veut combattre à l'éclaireur. C'est la diaspora qui doit venir combattre ça. Mais c'est eux-là même qui veulent que le pays même brûle. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Franchement, c'est pitoyable, quoi. C'est pitoyable. C'est quoi quand je regarde la diaspora avec tous nos enfants là, dont nos enfants vont être perdus comme ça. Avec cette diaspora, il faut qu'on se dise la vérité. Une diaspora qui ne fait que mentir à leurs enfants. Qu'on se dise la vérité. Une diaspora qui ne fait que mentir, créer la chaîne au pays. Je vais aller très vite en 1 minute pour dire le cas d'une dame qui était ici quand on dit gros là même, c'était elle. Mais sa fille aujourd'hui, elle a eu un master en administration. Elle est en train d'investir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui là, sa mère est plus qu'Adoïs. La fille est venue contre sa mère. Pourquoi vous faites ça? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand cette diaspora-là même veut créer la chienne en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Vraiment déclaré, je vais m'arrêter là. Demain c'est TikTok. Et vraiment que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Papa Ado, que Dieu protège tous ceux qui sont autour de lui, notre armée, que Dieu les renforce, que Dieu les protège aussi. Et qu'on dise la vérité aux gens, hey, vous là, vous les opposants là, déposez vos bagages pour lundi là. C'est pas de vous que Papa Ado parle. Papa Ado dit ses enfants. Donc quittez dedans et puis laissez-nous ici. Merci l'éclaireur, je m'arrête là. Merci infiniment, chère mère. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de votre belle prestation aussi. Parce qu'en ce moment, moi, je suis en train de manger. Hein, donc, on va vous demander... Bon appétit, à nous le deux. Moi, j'ai senti ça ici. Donc, on va dire merci à tous qui nous suivent et qui ont aimé ce que nous avons fait. C'est ce que nous aurions pu. Demain, ça sera sur TikTok pour tous ceux qui y seront. Merci infiniment, chère maman. Merci pour toute la dynamique et surtout le courage et puis la détermination. Demain, ça sera un autre jour. On va vous permettre de faire la conclusion et dire merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont suivis. Ok, nous allons dire encore merci à tous ceux qui sont là avec nous. Merci à toi-même, l'éclaireur d'abord. Et que Dieu continue de protéger la Côte d'Ivoire, que Dieu continue de bénir notre Papa Ado et tous ceux qui sont autour de lui, que Dieu continue de multiplier nos forces de l'ordre et que Dieu les multiplie jusqu'à ce que vraiment l'ennemi même se dise, ah, ceux-là, il faut qu'on les voie louper, ils ne sont pas bien. Voilà, que Dieu continue de nous bénir tous et que demain c'est TikTok, vraiment que Dieu nous donne encore dimanche en santé. Merci. Merci beaucoup, excellente soirée et très bon week-end à chacun et à chacune. Merci. Merci beaucoup.